finger that's pulling this trigger. You messed with the wrong family. Est-ce que nous sommes en train de vivre l'apogée des aventures de Lara Croft? Il est vrai que le personnage a connu au fil des décennies des périodes glorieuses, comme d'autres qui l'étaient moins. Cette vidéo sera l'occasion de revenir sur l'intérêt populaire porté sur la saga Tomb Raider au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes actuellement en train de suivre une période mouvementée pour la licence, que ce soit sur la scène du jeu vidéo avec la conclusion d'une saga lancée en 2013, mais aussi au cinéma avec cette fois-ci, au contraire, le lancement d'un nouveau récit. Tomb Raider est né en 1996. Édité par Eidos Interactive et développé par Core Design, le jeu vidéo est sorti sur plusieurs supports, dont la Saturn. Mais le jeu va surtout exploser sur la nouvelle console du moment. Il s'agit bien de la toute première PlayStation de Sony distribuée en 1994 et 1995 dans le monde entier. Le jeu est un énorme succès critique et commercial et va permettre à Tomb Raider 2 de débarquer dès l'année suivante, en octobre 1997, pour devenir pendant très longtemps le jeu le plus vendu de la licence, avec notamment 8 millions d'exemplaires vendus sur PlayStation et PC. Ce qui en fait aussi l'un des jeux les plus populaires du moment et fait partie des plus grosses ventes de la console de Sony. Si vous êtes joueur et que vous n'avez pas passé du temps sur certains de ces jeux étant plus jeune, sachez que je ressentirai en moi une profonde tristesse à votre égard dont je ne saurais me relever. Lara Croft devient donc rapidement une icône et l'un des personnages les plus populaires dans l'industrie du jeu vidéo. On va ouvrir une petite parenthèse pour parler de quelques anecdotes à propos de l'héroïne et comprendre comment ce personnage est né. Sachez qu'au départ, le héros de la saga Tomb Raider devait être un homme. Cependant, l'un des cofondateurs de Core Design a eu des craintes quant à l'image qu'allait véhiculer le personnage, risquant d'être considéré comme une copie du héros de la saga cinématographique Indiana Jones. Toby Gard, designer du personnage, se lance donc dans la création de Lara Croft. Dès les premiers jets, Toby Gard sait que Lara sera une femme sexy, avec des courbes légèrement supérieures à la normale. Et là, vous devriez tiquer sur légèrement supérieure à la normale, et vous avez raison, parce que oui, le tour de poitrine de Lara est le résultat d'une erreur, Toby Gard propulsant le curseur sur 150% au niveau de cette partie du corps sur son logiciel 3D. Amusé par son faux pas, Toby Gard s'empresse de montrer le résultat aux autres développeurs, qui au final ont décidé de valider la représentation de cette Lara surdimensionnée. 1996-1997, Lara Croft est partout et est utilisée comme modèle publicitaire dans des tenues et postures très sexy, allant à l'encontre de la volonté de Toby Gard. Pour lui, Lara Croft n'est pas un personnage qui poserait de la sorte pour faire de la pub. Il décide donc de démissionner dès la sortie du premier jeu. Le mec n'avait déjà plus de pouvoir sur le destin de son personnage et il en a eu clairement ras-le-bol. Fort de son succès critique et commercial, Lara Croft retrouve nos consoles et PC chaque fin d'année pour nous proposer de nouvelles aventures avec Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft, Tomb Raider, la révélation finale, et Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Mais les jeux, même si proposant toujours de bons chiffres de vente, ne sont pas à la hauteur des deux premiers opus de la saga. Lara Croft fait donc une pause sur nos consoles de salon et va étendre sa légende sur console portable avec la mythique Game Boy par exemple, mais aussi et surtout au cinéma. Time to save the universe? Absolutely. Lara Croft Tomb Raider arrive au cinéma en juin 2001, avec Angelina Jolie dans le rôle titre. Un rôle qui va la propulser sur le devant de la scène en termes de popularité, tant le personnage de Lara Croft est depuis quelques années entré dans la pop culture avec les jeux vidéo. Ça reste quand même une chose étonnante, car le film n'est pas non plus un énorme succès commercial. On sent que l'ombre des succès des jeux vidéo rôde autour du film. Sa suite, Le berceau de la vie, est quand même mise en chantier avec un budget de production plus faible, estimé à 95 millions de dollars. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de débat, la saga ne répond vraiment pas aux attentes en réalisant des résultats bien inférieurs au premier long métrage. Et pour tout vous dire, à l'époque, je trouvais cette dilogie pas mal avec mes petits yeux d'enfant. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Entre les cascades grotesques, le jeu d'acteur d'Angelina Jolie et la mise en scène constamment dans la surenchère, nous sommes bien loin de l'esprit des jeux vidéo de Core Design. Et c'est le cas pour à peu près tout, pour des raisons commerciales bien sûr, y compris le personnage de Lara Croft, bien loin de l'image qu'a voulu donner Toby Gard à son héroïne. L'exemple type est cette cinématique dans le jeu vidéo Tomb Raider 2, où nous allons apercevoir Lara Croft se déshabiller et aller se doucher. Je vous laisse découvrir la suite. Vous êtes toujours là? Grosse coïncidence, ou surtout énorme fuck au côté pudique du personnage, l'adaptation cinématographique de la saga décide de la jouer ultra sexy, en nous proposant cette fois-ci une Lara Croft bien loin de ce qu'elle était censée représenter à l'origine. J'aimerais vous voir habillée en dame. Et une dame doit être pudique. Oui, une dame devrait être pudique.
Si ça, c'est pas un énorme doigt d'honneur, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, avec du recul, assez content que cette représentation des aventures de Lara Croft se soit arrêtée au bout de 2 films. Surtout que dans le même temps, toujours en 2003, Core Design est de retour 3 ans plus tard pour nous proposer le 6ème opus des aventures de Lara sur PlayStation 2 et PC, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. La chute continue puisque le jeu ne se vend qu'à 1,3 million d'exemplaires environ. Pire que ça, l'opus est très mal accueilli, entre scénarios ne répondant pas aux attentes des fans et bugs à foison. Ce 6ème jeu signe la fin de la collaboration entre Eidos et Core Design, au profit des développeurs de Crystal Dynamics qui récupèrent la licence dans le but de développer une nouvelle saga et renouer avec le succès. C'est 3 ans plus tard, en 2006, que Crystal Dynamics relance la saga avec Tomb Raider Legend. Au passage, le jeu marque le retour de Toby Gard, embauché en urgence pour travailler sur ce nouveau volet. Perçu comme un retour aux sources, le jeu rencontre un succès important avec quasiment 3 millions de jeux vendus en 3 mois. Allant au-delà des prévisions d'Eidos, le jeu a permis à la saga de revivre et de lancer une nouvelle trilogie avec Tomb Raider Anniversary, remake du tout premier jeu sorti en 96, et Tomb Raider Underworld. Ces 2 derniers opus se sont fait une place dans les ventes de l'année sans pour autant devenir de gros succès planétaire, sachant que dans le même temps, Naughty Dog se lance fin 2007 pour la PS3 la saga d'action-aventure Uncharted, inspirée entre autres de Tomb Raider qui s'imposera très vite comme la référence du genre avec le cultissime Uncharted 2 en 2009. Cette trilogie de jeux Tomb Raider est terminée et au cinéma on n'a plus du tout de nouvelles de l'héroïne, la licence a de nouveau besoin de se relancer, et c'est en 2010 que tout va basculer. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. En effet, un reboot de la saga Tomb Raider n'ayant aucun lien scénaristique avec les jeux précédents est mis en place à partir de 2010, date à laquelle Square Enix rachète Eidos, la société éditrice de la série, et c'est en 2013 qu'arrive Tomb Raider sur PC, PS3 et 360. Bien évidemment, et à son tour, Tomb Raider s'inspire des mécaniques d'Uncharted. La boucle est bouclée. Le jeu est bien plus sombre que ce que l'on avait auparavant, faisant office de survival avec une Lara Croft bien plus jeune et vulnérable. Et c'est là toute la force de cet opus, on s'attache bien plus facilement à Lara, de par son évolution graphique la rendant bien plus humaine que dans les années 90 bien sûr, mais surtout en liant cette nouvelle personnalité à un univers bien plus sombre qui la fera passer du statut de jeune femme à survivante. Cet épisode est très différent de ce que nous avons eu l'habitude de voir, où Lara nous avait habitués à voyager énormément aux 4 coins du monde. Pour ce reboot, Lara se retrouve sur une île suite au naufrage de son bateau. L'intégralité du jeu se déroule à cet endroit dans un monde semi-ouvert. Et au niveau des ventes, qu'est-ce que ça donne? Lors de son lancement, Tomb Raider se vend à 3,6 millions d'exemplaires, en dessous des prévisions de Square Enix qui attendait plutôt 5 à 6 millions de jeux vendus. Aïe aïe aïe. Ajouté aux ventes décevantes d'Hitman Absolution et Sleeping Dogs, ces premiers chiffres à propos de Tomb Raider provoquent la démission de Yoichi Wada, le président de Square Enix. Mais le jeu est bon et Square Enix ne compte pas en rester là et profite de la sortie des consoles nouvelle génération, à savoir la PS4 et la Xbox One, pour sortir en janvier 2014 Tomb Raider Definitive Edition, une version améliorée du jeu d'origine. Et à ce moment-là, la donne a changé. Petit à petit, et étant disponible sur de nombreuses consoles, le jeu trouve son public, attire les curieux et les fans de la saga Uncharted par exemple. En février 2015, Square Enix annonce avoir écoulé 7,5 millions d'unités. En avril 2015, soit 2 mois plus tard, nous parlons de 8,5 millions de jeux Tomb Raider vendus. Jusqu'à ce qu'en novembre 2017, l'éditeur japonais nous annonce que le reboot de la saga s'est désormais vendu à 11 millions d'exemplaires, devenant le jeu Tomb Raider le plus vendu de tous les temps. Champion! En novembre 2015, sort la suite des aventures de Lara dans le jeu Rise of the Tomb Raider avec une certaine particularité. Microsoft s'est attribué l'exclusivité temporaire de la licence et le jeu ne sera disponible que sur PC, Xbox 360 et Xbox One pendant quasiment un an. Contre un gros chèque, bien sûr. Forcément, sur sa première année de commercialisation, le jeu ne réalise pas de gros chiffres de vente, sachant que PlayStation est largement leader du marché sur cette génération et qu'il y a donc beaucoup moins de possesseurs d'Xbox One. L'objectif de Microsoft était bien sûr de faire en sorte que les joueurs les plus impatients de poser les mains sur ce nouveau Tomb Raider aillent acheter une Xbox One au prix de 400 ou 500 €. Et vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui ont fait ça? Qui ont été acheter une console à ce prix pour jouer à un jeu? Et en plus de l'achat de la console, faut aussi aller acheter le jeu à 70 €. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui ont fait ça? Bah oui. Moi.
Parce que oui, désolé, il m'est impossible de ne pas me jeter sur un nouveau jeu mettant en scène les aventures de Lara. C'est comme si tu me mettais du chocolat devant les yeux et que j'avais pas le droit d'y toucher. Ce n'est pas possible. Au final, le jeu est moins surprenant que le précédent, mais reste une grande aventure durant laquelle j'ai pris mon pied avec des plans à couper le souffle tout au long de la partie. En janvier 2016, soit 2 mois après sa sortie, ses ventes sont estimées à seulement 1 million d'exemplaires. Je rappelle encore une fois qu'il n'est sorti que sur Xbox One et PC dans un premier temps. Boosté par sa sortie PS4 en octobre 2016, les ventes de Rise of the Tomb Raider atteignent les 7 millions d'exemplaires écoulés en novembre 2017. C'est mieux, c'est même pas mal, bien assez pour lancer la conclusion de cette trilogie, développée cette fois-ci en collaboration avec Eidos Montréal, qui vient tout juste d'arriver sous le nom de Shadow of the Tomb Raider. Et je ne sais pas pourquoi, mais pendant des mois et des mois, nous avons très peu parlé de ce nouvel opus, jusqu'à ce que je puisse être assez pessimiste quant à la qualité de ce dernier. Il n'en est rien, ce nouveau Tomb Raider est une excellente conclusion à la saga, et même celui qui se rapproche le plus des premiers jeux des années 90. Nous retrouvons en effet moins d'ennemis et plus d'exploration, beaucoup d'exploration, ce qui est le plus important dans un Tomb Raider. Pour l'anecdote, dans le tout premier Tomb Raider, il n'y avait que 6 hommes que Lara éliminait durant tout le jeu. Au dépit des animaux sauvages, ce qui a fait que la licence est entrée très vite dans le collimateur des associations de défense des animaux. Le sound design est incroyablement immersif, nous découvrons toujours des endroits aussi magnifiques les uns que les autres, et Lara a pris en maturité, mettant bien en avance son évolution depuis Tomb Raider 2013. Mais j'espère que les doutes que nous avons eu tous ces derniers mois n'ont pas totalement jeté la curiosité des joueurs par la fenêtre. Parce que oui, j'ai quelques réserves à propos des chiffres de vente de ce Shadow of the Tomb Raider, et je pense qu'il sera le plus petit succès de la trilogie. Il n'en reste que le jeu est de grande qualité comme l'ensemble de cette nouvelle saga, ce qui a remis en place pas mal d'espoir à propos d'un potentiel succès de Lara Croft en salle de cinéma. Vous vous appelez? Lara Nom de famille? Croft. Nous avons déjà parlé sur la chaîne de ce nouveau Tomb Raider au cinéma. Et d'ailleurs, c'était ma toute première vidéo. C'est mignon. L'objectif était d'adapter le reboot des aventures de Lara, avec un film se déroulant en grande partie sur une île, tout comme le jeu de 2013. Et c'était pas bon, surtout dans le sens où c'était bien plus que dispensable. J'aime beaucoup Alicia Vikander, et la voir récupérer le rôle me faisait kiffer. Mais ça, c'était avant. Le film ne prend aucun risque, mettant en avant des situations et des phases d'action déjà vues et revues. Jusqu'à même aller reproduire quasiment au plan près des scènes du jeu vidéo de 2013, et ça en est presque le plus navrant. Et oui, ça y ressemble beaucoup, et c'est pas le seul exemple. Le bad guy est cliché, les personnages secondaires sont tous mis de côté, les phases d'action ne sont pas ouf, la direction artistique est moins intéressante que celle du jeu. En fait, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, et le long métrage a logiquement reçu un mauvais accueil critique. Mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce sont les résultats du film au box-office pour voir si le personnage peut prétendre avoir une suite et potentiellement devenir une nouvelle saga au cinéma. Roulement de tambour. 273 millions de dollars, soit quasiment pareil que le tout premier Tomb Raider au cinéma. Résultat, eh ben visiblement, on s'en fout. Et c'est dommage parce que ce personnage a aussi le potentiel d'être une grande icône pour les femmes et de dépasser le cadre de son image dans un simple jeu vidéo. À l'instar de Wonder Woman qui pour le coup a eu bien plus de succès sur grand écran. Le non-succès de ce dernier long métrage ne nous offrira certainement pas de suite, et j'ai presque envie de dire heureusement. Pas de suite non plus pour ce Shadow of the Tomb Raider qui se doit de conclure la trilogie débutée en 2013. Quel en sera l'avenir de Lara sur la scène du jeu vidéo? Nous ne le savons toujours pas, mais est-ce que l'on peut dire que Lara a atteint son apogée ces dernières années sur nos consoles et PC? On ne peut pas l'affirmer, mais s'il y a seulement une période qui peut concurrencer celle que nous quittons actuellement, c'est bien 96-97 avec les sorties des 2 tout premiers jeux. Et vous, quel est votre film Tomb Raider préféré, s'il y en a un? Quel est votre jeu de la licence préférée? Pour ma part, oui, j'ai vécu Tomb Raider comme je ne l'avais vécu auparavant, et mon Tomb Raider préféré de tous est le reboot de 2013. L'avenir de Lara Croft est encore bien flou aujourd'hui, mais j'ai toujours l'espoir qu'un jour son personnage puisse connaître le succès au cinéma, tout comme j'espère pouvoir continuer de voyager de bien belle manière avec elle sur console. Donc, quoi qu'il arrive de toute façon, je serai là.